Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer le conseil municipal de ce soir. Je suis présent. Jean-Michel Pédalu. Présent. Marc Panay. Présent. Fleur Hebno. Fleur Hebno est excusée. Nicolas Boisseau. Présent. Colette Lopez. Présent. Patrick Collin. Josiane Paclarapaille. Présent. Jean-François Girard. Présent. Dolores Petro. Fabien Sury. Sandrine Lès. Jean-Claude Pénicaud est excusé. Emmanuel Dupuis. Présent. Cyril Leclerc est excusé. Bernard Fichy. Excusé. Ok. Marianne Etienne. Présent. Marie-Thérèse Saint-Veil. Présent. Bruno Olivier. Didier Blair. Présent. Angèle Bourriot. Présent. Valentin Larcher. Excusé. Anthony Bédoué. Excusé. Lydia Rocher. Régis. Metz. Olivier Ogiso. Sylvie Franin. Présent. Bruno Aubin. Présent. Laurent Roblet, excusé, et Isabelle Hamel, qui est excusée. Voilà. Merci. Comment ça? Non, ça c'est rien. Ok, je vous lis l'ordre du jour, ou plutôt je vous le rappelle puisque vous l'avez reçu. On va traiter de la création de postes pour l'accroissement saisonnier et temporaire, la création de postes et modification du tableau des effectifs. C'est Jean-Michel qui prendra ces deux délibérations, qui les portera. Je porterai la tarification pour une autorisation d'occupation temporaire sur la plage de l'Oasis, l'instauration d'une redevance d'occupation illégale pour les ports, on en parlera tout à l'heure. On prendra l'avenant numéro 5 à la convention de déversement des eaux usées avec la commune de Cru. On évoquera aussi la demande de subvention pour l'aménagement du centre-bourg, ce qui est hyper important, le choix des entreprises retenues pour la construction du hangar technique et des sanitaires automatiques sur le parc côté La Faute. On désignera les jurés d'assises. On parlera de la convention avec l'État pour le logement des travailleurs saisonniers. Non, on va la retirer, c'est la 3. La convention, on la retire. Ah, parce qu'on a déjà. Raphaël, c'était prévu qu'on retire la convention pour les travailleurs saisonniers. Ouais, ok, on la retire. On prendra avis sur le projet du SCOT de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Donc je rappelle que c'est un avis, que ça sanctionne un travail de 6 années. On désignera un représentant au sein de la CLEC de la communauté de communes Sud-Vendée littorale et on portera aussi avis sur le rapport comportant les observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté de communes Sud-Vendée littorale concernant les exercices 2017 et suivants. J'ai donc retiré la question concernant la convention avec l'État pour le logement des travailleurs saisonniers et je précise également qu'en vertu de la réforme de la publicité des actes des collectivités à partir du 1er juillet 2022, la commune effectuera la publicité des actes par voie électronique sur son site internet. On va procéder à l'élection du secrétaire de la séance. C'est Patrick Collin qui est désigné secrétaire. En vertu de l'article L21-21-15 du Code général des élections. Je donne la parole à Colette Lopez afin qu'elle nous donne lecture du procès verbal de la séance du 17 mai dernier. Alors, le 17 mai dernier a été l'approbation du PV de la séance du 31 mars 2022. Puis les questions. La question 22-05-095. Perception et tarification de la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2023. Puis la question 22-05-096 sur le renoncement aux pénalités de retard sur le marché de travaux de la maison de santé. La question 22-05-097, le vote des subventions 2022. La question 22-05-098, convention de partenariat avec Synergie Événements. 22-05-99, l'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation du droit de chasse sur le domaine communal. La 22-05-100,
Délibération créant le comité social territorial et fixant sa composition. La 22-05-101, délibération autorisant l'autorité territoriale à ester en justice en cas de contentieux lié aux élections professionnelles. Question 22-05-102, création d'un périmètre d'intervention foncière du territoire du littoral sur la pointe de l'Aiguillon, commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et ensuite, nous sommes passés aux informations diverses. Merci Colette. Qui a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Le compte rendu, le procès verbal est approuvé. Nous allons évoquer deux sujets RH. Je vais laisser la parole à Jean-Michel pour la création de postes pour l'accroissement saisonnier et temporaire. Merci Laurent. Donc, concernant ces deux délibérations, ce que je vous propose, c'est de ne pas lire les attendus. Les attendus sont les textes, les références de textes et ainsi de suite, parce que d'abord ça dit pas grand-chose, et puis d'un autre côté ça prend du temps, vu l'importance de l'ordre du jour. Si vous en êtes d'accord, à moins que quelqu'un s'y oppose, auquel cas je dirais les attendus. Merci beaucoup. Alors, considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité temporaire, je vous rappelle que le conseil municipal a approuvé dans sa séance du 31 mars 2022 l'ouverture de 28 postes saisonniers ou temporaires pour le bon fonctionnement de la station touristique. Donc la durée d'un contrat saisonnier est de 6 mois maximum sur une période de 12 mois consécutifs, et que la durée d'un contrat temporaire est de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. Chacun aura bien compris. Donc pour faire face à l'augmentation de la charge de travail du pôle cadre de vie, il est nécessaire de compléter notre recrutement avec 2 agents saisonniers. Est-ce que vous avez des observations, des questions sur ces recrutements de 2 emplois saisonniers au pôle cadre de vie, qui sont manifestement nécessaires? Pas de questions? Alors, je vous propose donc de créer 2 postes d'emploi pour accroissement saisonnier en sus de la délibération 22-03-091, donc définie en annexe, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats de recrutement correspondants. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, la question suivante est la création de postes et modification du tableau des effectifs. Donc, conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique subvisié, je rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Je vous propose donc les modifications suivantes. En premier lieu, la prise en compte des promotions internes. Donc le centre de gestion de la Vendée a émis un avis favorable à plusieurs promotions internes proposées par la collectivité, conformément aux lignes directrices de gestion, à savoir les créations des postes suivants. 2 postes d'agents de maîtrise. Il convient donc de transformer les postes numéro 13 et numéro 19, ainsi que suit. Donc suppression des postes 13 et 19 du cadre d'emploi d'adjoint technique, du grade d'adjoint technique au grade d'adjoint technique principal de première classe, et création des postes 13A et numéro 19A dans le cadre d'emploi d'agent de maîtrise, du grade d'agent de maîtrise au grade d'agent de maîtrise principal à temps complet. Donc vous l'aurez compris, en fait on a 2 cadres d'emploi, un cadre d'emploi d'adjoint technique et un cadre d'emploi d'agent de maîtrise, et donc on en supprime un pour en créer un autre, voilà, tout simplement. Et ça dans 2 situations. Donc, vous avez un tableau avec les délibérations, donc les numéros de poste 13, 13A, pôle technique, adjoint technique, donc qualifié en grade d'agent de maîtrise dans le cas d'emploi des agents de maîtrise, et sur des temps de travail à temps complet. Donc les suppressions de postes nécessitent l'avis du comité technique. Les postes initiaux seront supprimés après passage en comité social technique, non, comité social territorial, pardon, en 2023. Pour ça, je vous l'avais déjà dit, vous savez qu'on n'est plus affilié au centre de gestion sur le comité technique paritaire donc, de cette année, raison pour laquelle il faut attendre l'élection de fin d'année
du comité donc, social territorial pour avoir les possibilités de donner les avis sur la collectivité. Donc ça ne sera pas avant janvier 2023. Mais nous, on ne peut pas ne pas fonctionner pendant ce temps-là. Donc on fera un effet rétroactif avec le comité social technique. Je rappelle que ce comité social territorial n'est qu'un avis. Mais il faut quand même prendre l'avis des représentants du personnel sur le sujet. Donc, création d'un poste supplémentaire au pôle aménagement et cadre vie. Le tableau des effectifs repris en janvier 2002 n'a pas repris un poste vacant d'adjoint technique. Aussi, au vu de la charge de travail au sein du pôle aménagement et cadre de vie, il est proposé la création d'un poste à temps complet dans le cadre d'emploi d'adjoint technique, du grade d'adjoint technique au grade d'adjoint technique principal de première classe, au sein du service bâtiment voirie, poste numéro 57. Modification du temps de travail, poste 47, donc c'est plus une création d'une suppression, mais simplement une modification d'un temps de travail. Un des postes affectés au pôle enfance est calibré à temps non complet, donc 12/35e. Il s'agit du poste numéro 47, dans le cadre de l'emploi des adjoints d'animation, du grade d'adjoint d'animation, grade d'adjoint d'animation principal de première classe. Il est constaté depuis quelques années que cet emploi nécessite de façon récurrente un temps de travail supérieur, compensé actuellement pour l'agent par l'attribution d'heures complémentaires. Aussi, il est proposé d'augmenter le temps de travail sur ce poste à hauteur d'un temps non complet de 14/35e. Donc on passe de 12/35e à 14/35e. S'agissant d'une hausse de plus de 10%, il convient de supprimer le poste et d'en créer un nouveau. Les suppressions de postes nécessitant l'avis du comité technique, le poste initial sera supprimé après passage au comité social territorial en 2023. Il est toutefois proposé la création du poste 47A dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation, du grade d'adjoint d'animation au grade d'adjoint d'animation principal de première classe, poste 47A à temps non complet de 14/35e. Vous avez le tableau en face sur la délibération des deux postes 47-47A, donc pour l'enfance, adjoint d'animation, donc au grade minimum d'adjoint d'animation, grade maximum animation de première classe, et le temps de travail est à non complet pour un 12/35e et remis au 14/35e pour l'autre. Voilà, enfin, de manière générale et pour l'ensemble des emplois existants, je vous informe qu'après le délai légal de parution de vacances d'emploi pour une durée qui ne peut être inférieure à 1 mois, sauf en cas d'urgence, les emplois peuvent également être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, donc qui stipule pour les besoins de continuité du service pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu'après communication sur la vacance d'emploi et ne peuvent excéder 1 an, prolongeable dans la limite totale de 2 ans si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir. Donc il vous est proposé d'approuver les modifications ci-dessus proposées. Donc je vous les rappelle, la transformation des postes 13 et 19 avec la création des postes 13A et 19A dans le cadre d'emploi d'agent de maîtrise du grade d'agent de maîtrise au grade d'agent de maîtrise principal à temps complet. Les postes 13 et 19 ne seront supprimés qu'après avis du comité social territorial. La création d'un poste supplémentaire au pôle aménagement et cadre de vie dans le cadre des emplois des adjoints techniques, du grade d'adjoint technique au grade d'adjoint technique principal de première classe, poste 57 à temps complet. Enfin, la création d'un poste dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation, du grade d'adjoint d'animation au grade d'adjoint d'animation principal de première classe, poste 47A à temps non complet, 14/35e. Donc je vous propose d'approuver les tableaux des emplois des effectifs ainsi modifiés conformément aux documents annexés, à savoir 57 postes permanents et un emploi fonctionnel à compter du 6 juillet 2022. Avez-vous des questions, des observations? Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est tout simple. Hein. Vraiment, je vous l'assure. C'est juste un jeu de transformation avant la suppression qui sera effectif, vous avez bien compris, en janvier 2023, après la première réunion du comité social territorial. Voilà. Pas de questions, pas d'observations. Donc je passe au voix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Merci Jean-Michel. Voilà, vous voyez que les ressources humaines dans le domaine public, c'est un peu compliqué pour arriver à quelque chose qui paraît très simple, mais voilà.
On passe à la question s'agissant de la tarification pour une autorisation temporaire sur la plage de l'Oasis. J'indique que la commune a reçu plusieurs sollicitations pour l'installation d'un véhicule commercial de vente de boissons, de petite restauration sur la plage de l'Oasis. Cette installation permettra de créer une animation du site et un service aux usagers de la plage. Et la mise à disposition de l'espace public serait sous forme d'une autorisation temporaire d'occupation, une autorisation d'occupation temporaire, on a noté, non constitutive de droit réel. La durée de l'autorisation est de 1 an pour cette première année et elle pourra faire l'objet d'une prorogation pour une durée de 2 années supplémentaires selon la qualité du service rendu et on verra bien quel est le service rendu, et si on en est satisfait. Elle est proposée sur une surface de 100 m² maximum, comprenant une terrasse de 30 m² pour l'emplacement du véhicule ou de la remorque de type food truck. Alors, conformément à l'article L2122-1-1 du CGCP, lorsque le titre mentionné à l'article 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels, donc je parle au pluriel, de se manifester. Un avis a été publié donc sur le site internet de la commune afin que les éventuels candidats puissent déposer leurs offres. Et je propose de fixer le coût annuel de cette AOT pour la première année à 600 € et après de vous demander de fixer ce coût annuel à 600 €, de me permettre de signer tous les actes y afférents et d'inscrire au budget principal les recettes correspondantes si on louait cet espace à food truck sur la plage de l'Oasis où jusqu'à présent il n'y a plus rien depuis 2014, 15. Raphaël 2015. Voilà, c'est pour redonner un peu de dynamique à nos plages guyanaises. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a un candidat qui a été retenu sur les 3 qui ont été présentés ou c'est pas encore... Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, personne n'a été retenu. Il sera installé sur le parking, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on au niveau circulation, est-ce qu'on aménage quelque chose? Parce qu'au niveau pour garer les voitures, c'est très compliqué. Oui. Donc, au niveau sécurité, est-ce qu'on en a tenu compte par rapport à cet emplacement? On lui, effectivement, ça va prendre de l'emplacement sur le parking, prendre 100 m². En fait, l'espace qui est réservé, c'est plutôt l'espace qui est au fond du parking, puisque la parcelle communale, c'est pas le parking, c'est une bande qui est en fond du parking. Donc ça fait que sur cet espace-là, sur lesquels le stationnement est déjà pas évident. Donc en fonction de la demande, comme on n'a pas le projet en main de l'installation éventuelle, on adaptera éventuellement par endroit, s'il faut réégaler et puis remettre un peu de niveau, ce sera remettre un peu de niveau au fond du parking pour pouvoir installer. L'idée, c'est de le mettre en deuxième partie, pour garder le stationnement tel qu'il est actuellement. Mais c'est sûr que dans le secteur... D'autres questions? Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc on va tenter l'expérience pour une première année. Autre question, l'instauration d'une redevance d'occupation illégale pour les ports. Et donc j'explique au conseil municipal que la commune est vraiment démunie lorsque les plaisanciers ou des professionnels de la mer ne régularisent pas leur situation contractuelle pour l'utilisation soit d'un bâtiment, soit du port à sec, soit d'un emplacement sur les ports, soit au banc contrat. Et la commune ne peut pas transmettre de contrat signé à la trésorerie pour un encaissement car ce document n'est pas renvoyé à la mairie. Et dans certains cas, on peut même parler de double peine puisque le plaisancier ou le professionnel de la mer ne paie pas sa redevance tout en occupant un emplacement qui ne peut pas être loué. C'est un peu la double peine financière pour la commune et la municipalité. Donc pour remédier à cette situation, je vous propose l'instauration d'une redevance d'occupation illégale et son montant serait calculé sur le tarif en vigueur du service, majoré de 50%. Ce qui fait que ça pousse un peu les gens à sortir de là où ils ne doivent pas être. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je passe au voix.
Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Autre sujet, un avenant à la convention, c'est l'avenant 5 à la convention de déversement des eaux usées avec la commune de Gru, qu'on a reçu avec Didier, donc j'imagine qu'il y aura des questions tout à l'heure. Vous pourrez répondre tous les deux si vous avez besoin de réponse. Donc, je rappelle que la décision en date du 12 décembre 2006, la commune de Gru a été autorisée à déverser les effluents pour les lotissements situés en limite de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Et depuis, 4 avenants ont été approuvés qui modifient les modalités financières et les délais de la convention initiale. Suite à un audit du cabinet Gétude, il est donc proposé de modifier le tarif facturé et prolonger la convention jusqu'au 31 décembre 2024, date probable de transfert de cette compétence à la communauté de communes suivant des littorales, puisque vous savez qu'on va transférer la compétence. Vu les différentes conventions qu'il y a eu, des conventions spéciales de déversement des effluents de la commune de Gru approuvées par le conseil du Sivom et Guillon-la-Faute en son temps, c'était le 12 décembre 2006, vu les avenants 1 à 4 de la convention spéciale de déversement des effluents de la commune de Gru, approuvée par le conseil du Sivom de Guillon-la-Faute du 24 mai 2011, du 1er mars 2012, du 22 septembre 2015 et du 16 février 2007, les suppressions. Vu la délibération de la commune de Gru en date du 19 décembre 2006, du 23 juin 2011, du 10 mai 2012 et du 27 février 2017, et vu les arrêtés préfectoraux portant création de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, avec la dissolution du Sivom et Guillon-la-Faute, et le transfert de droit de la compétence assainissement à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, et considérant que les conditions techniques et économiques ont évolué, qu'il est nécessaire de réexaminer la participation financière de la commune de Gru, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 5, dont on a déjà parlé, à la convention des versements des effluents avec la commune de Gru. Qui a des questions? Moi, je voudrais m'exprimer sur cette chose-là, parce que... Je vais m'exprimer sur cette chose-là. Je ne suis pas d'accord sur le calcul, mais on va revenir là-dessus. Gru estime qu'il utilise uniquement 7 km de réseau, donc il paye uniquement 7 km de réseau. Si on n'avait pas de réseau, Gru ne pourrait pas avoir de traitement de ces eaux usées. Nous, Aiguillonnais-Fautais, ça nous revient à 1,57 €. Là, on facture 0,71. C'est ce que j'avais dit en bureau, et je vais revenir moi sur ma parole. Okay. Donc si on était resté sur la convention qu'on nous a présentée au départ, il y avait une contrepartie que moi je demandais, c'était qui s'occupe des fossés. C'est le cas. Mais ce n'était pas le cas sur la première convention qu'on a reçue, et donc elle apparaît maintenant. C'est pour ça que moi, mon vote sera non pas négatif, mais positif. Alors j'indique que Marc, la commune de Gru, c'est pour éviter qu'on parle trop longtemps, parce que j'ai omis de te dire un truc. La commune de Gru indique qu'elle prend en charge l'entretien des fossés nettoyés. Moi, c'était une condition sine qua non pour compenser, si vous voulez, les gars qu'il y avait entre nous et les choses. Excuse-moi, j'ai pas lu cette ligne-là, parce que j'ai effectivement, suite à la remarque de Didier, qui avait s'était rendu compte dans la préparation du document qu'il manquait cette ligne, on l'a fait rajouter ce matin, et je viens de te lire mon original, en fait, et pas le corrigé. C'est pour ça que si tu veux, dans le bureau, je vais t'exprimer. Et donc, on était parti sur ce consensus-là. Donc, en l'occurrence, je voterai pour. Bien que je souligne qu'il y faudrait qu'on soit attentif sur les prochaines connexions, etc. Parce qu'il y a une différence. Oui. J'attire, comme la première fois, l'attention, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Marc, juste en réponse, j'attire l'attention sur ces principes du service public. C'est-à-dire que effectivement, on peut se poser la question pourquoi des gens qui sont juste à côté de chez nous payent un peu moins, voire beaucoup moins, que l'habitant aiguillonné. Pour autant, c'est le problème des frontières et des limites territoriales. C'est-à-dire que soit on a une fiscalité qui est globalisée, ou des tarifs qui sont globaux, et on paie tous sur la communauté de communes le même tarif, on ne discute plus, on ne se pose plus de questions, soit on considère qu'on a tous nos particularités, on a donc une tarification par zone, c'est-à-dire par commune. Et là, pour le coup, celui l'habitant de Gru qui est en centre-ville va payer lui aussi pour celui de Gru qui habite à Gru-Plage, c'est-à-dire à l'Aiguillon. Et c'est comme si on disait, c'est pas normal que celui qui est au centre de l'Aiguillon paye pour quelqu'un qui est à la pointe de l'Aiguillon le même tarif. C'est le principe même
de deux choses, c'est de la tarification globalisée du service public et des frontières. Et j'entends que ça crée des iniquités de temps en temps, et qu'on accepte parce que c'est le principe de la mutualisation des coûts pour le service public. Sans oublier qu'il y a deux... On prend la parole généralement, Oui. on la demande. Sans oublier qu'il y a deux gros campings qui touchent notre territoire. Oui, oui, en plus, mais c'est le principe. C'est le principe. À partir du moment où on accepte les frontières, ou alors on n'y a plus, et on a chacun, on abandonne nos droits de capacité fiscale ou de tarification sur nos zones. Et on se dit, bah voilà, après tout, maintenant, on prend 44 communes et puis chacun va payer le même tarif. Et vous verrez qu'il y aura des iniquités aussi. Parce que l'iniquité, c'est que dans la facturation moyenne, bah, on paiera, celui qui paiera, certains paieront dans ce prix beaucoup moins que ce que d'autres paieront. Dans un service qui sera même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au voix? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, là c'est un sujet extrêmement important puisque on passe à un projet qui vous on a tous à cœur ici, c'est l'aménagement du centre-bourg de l'Aiguillon-sur-Mer. Et donc, pour pouvoir aménager un centre-bourg, il faut un peu de sous et donc mettre en branle les subventions et tout ce qu'il faut pour obtenir les subventions. Je rappelle que le périmètre, enfin il y a un vaste programme de requalification du centre-bourg qui est engagé et qui est engagé d'ailleurs depuis 2015 quand on remonte. Il a été réexaminé plusieurs fois, en 2020 aussi et maintenant encore. Et le périmètre dont je vais vous parler, c'est la première phase qui s'étend sur environ 200 mètres. Il englobe la salle polyvalente, la rue du Porto Rouge et la place du Docteur Giraudet, c'est-à-dire la place de la mairie. L'objectif est de réorganiser, de modifier l'aspect et le fonctionnement en privilégiant un aménagement plus urbain, plus sécurisé, facilitant les traversées piétonnes et cyclables vers le centre-ville. Il s'agirait de créer de vastes allées piétonnes et vélos en périphérie de la place du Docteur Giraudet qui contraignent l'automobile et imposent une vitesse très réduite. De végétaliser la place par de la plantation d'arbres pour créer des espaces apaisés, invitant à la découverte et à la flânerie. Il s'agit aussi d'agrandir les terrasses commerciales et les détacher des flux automobiles qui permettent justement une profondeur spatiale et d'agrandir et valoriser le parvis de la mairie. Nous tenons aussi à créer une zone de rencontre sur la rue du Porto Rouge qui priorise la circulation piétonne et la circulation des vélos, de créer un plateau surélevé au droit du carrefour. Est-ce qu'il y a le plan derrière moi ou pas? Oui, je vous relève pour le mettre. On voit où nous sommes en ce moment, en bas de l'écran, vous avez les parkings à gauche et à droite, donc un premier parking, un second parking, une esplanade qui est face à notre bâtiment où nous sommes aujourd'hui, et on voit qu'on élargit grandement la voie de l'amiral Combet de telle façon à réduire la circulation, donner plus d'espace, et la rue du Porto Rouge, elle sera justement apaisée de telle façon à ce qu'on privilégie la circulation douce dans cette voie. On remonte, alors peut-être on reste en bas s'il te plaît Jean-François. Vous voyez aussi que deux choses, on élargit les trottoirs de chaque côté de telle façon à ce qu'il y ait une déambulation, on puisse un peu flâner, et de l'autre côté de la piste, le long du plan d'eau, on crée une piste cyclable qui va faire tout le long du plan d'eau, donc là aussi une piste dédiée, où là on est vraiment sur un aménagement très très doux. Si tu veux bien maintenant, on va remonter sur la place de la mairie, s'il te plaît. La place de la mairie, on voit qu'un parvis beaucoup plus important, donc végétalisé. Donc vous voyez des terrasses beaucoup plus grandes. D'ailleurs ça a changé encore, hein. On voit que derrière les arbres, là on voit des voitures, elles ne seront plus là, elles sont de l'autre côté. Hein, c'est la première version. Ça c'est la vieille version, ouais, voilà. Donc on végétalise aussi, on fait en sorte de garder cette place pour le marché, de façon à la rendre doux. On reverra aussi un peu pour les halles. Et puis, voilà, donc j'en étais à vous dire que on a encadré l'aménagement par un signal vert. Hein. Là, on ne le voit pas trop sur ces perspectives, mais
il y aura beaucoup de plantations d'arbres alignés, perceptibles de loin pour l'automobiliste. On sécurisera aussi les déambulations piétonnes et on continuera les cheminements piétons et cyclables vers le centre-ville. On va réaliser, donc, vous l'avez vu tout à l'heure, 2 parkings distincts avec entrée et sortie sur l'avenue de l'Amiral Courbet. Et on va modifier le tracé de l'avenue de l'Amiral Courbet pour agrandir les terrasses, comme je vous l'ai dit tout de suite, des commerces et faciliter l'accès à droite vers la rue de la Chicanière et créer une voie cyclable en site propre le long du plan d'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se dirige vers l'espace portuaire. T'as une alerte ? Bon courage à toi. Et tu es excusé. Donc, pour tout ça, il faut un peu de sous, et une subvention de l'État avait été obtenue pour un montant de 154 402 €. Et la région Pays de la Loire avait, à l'époque, fléché un financement dans le cadre du CRST, du contrat régional de solidarité territoriale, dès 2015. Aussi, afin maintenant de solliciter la région Pays de la Loire et obtenir la subvention qui avait été fléchée à l'époque, il y a lieu de mettre en place le plan de financement, au regard des évolutions aussi tarifaires. Vous vous doutez bien que ce qui avait été envisagé en 2015, puis corrigé en 2020 avec ce qui se passe en ce moment, on a changé les purs. Donc le coût global du projet s'établit maintenant sur cette phase 1, parce qu'il y a plusieurs phases, à 1 16 000 €, un peu plus d'1 16 000 €, 1 16 730 € hors taxe. La subvention qui a été demandée à la région Pays de la Loire est de 333 500 €, donc on sera subventionné à hauteur de 487 000 €, ce qui nous fait un financement pour l'instant subventionné à 47%, qui nous permet d'engager les travaux le plus rapidement possible. Donc je vous demande d'approuver le projet d'aménagement du centre-bourg sur sa phase 1, d'approuver le plan de financement que je viens de vous citer, de m'autoriser ou d'autoriser mon représentant Jean-Michel à solliciter les différents partenaires pour le financement du projet et de donner du pouvoir ou à mon représentant pour la validation des présents. Est-ce que vous avez des questions avant de m'autoriser à tout ça? Didier. On avait parlé dans le Brière à un moment donné sur le parking de la salle des fêtes. Je ne les vois plus, c'est qu'on n'en tient plus compte ou... C'est qu'on ne la passe pas dans cette phase de subvention-là. Là, non, je ne parle pas du projet dans sa globalité, c'est une phase. C'est juste ce qui est subventionné par la demande de la subvention CRST région. Est-ce que d'ailleurs la région pourra subventionner une partie des ombrières? Je pense que oui, on rentre dans le cadre c'est l'État plutôt des îles. Le domaine économique est plutôt sur les recettes liées en fait, à la production énergétique. Oui, ok, donc c'est pas la banque. Ça n'enlève pas ce dossier. Mais là, on est bien sur une question qui porte sur un avenant à la convention de subvention, pas sur l'approbation pure de la globalité du projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et globalement, les travaux pourraient commencer quand? Il y a un appel d'offres qui va être lancé. L'appel d'offres, il est fait. Il est fait. Donc, oui. Les travaux, le phasing, c'est quoi? J'ai demandé à ce que les travaux puissent être finis fin 2023. Ça commencerait quand? Est-ce que c'est la fin? Là, tu sais, moi je ne peux pas donner faire de promesses que je ne peux pas tenir. Autant, une fois que les travaux sont commencés, on peut mettre la pression aux intervenants, mais aujourd'hui, quels que soient les chantiers privés et publics, donner une date de départ de chantier avec l'ensemble des acteurs, c'est compliqué. Enfin, je n'y aventurerai pas. À quelques mois après, je parle bien de mois. Fabien peut en parler, enfin, il est dans la partie où c'est compliqué. A priori, on n'a pas de stress sur le départ des travaux pour l'instant, mais s'il y a bien un sujet sur lequel je veux pas m'engager, c'est sur une date précise. Aujourd'hui, retour d'appel d'offres à l'automne, début de l'hiver, lancement des travaux au printemps prochain. Voilà. Bon, c'est pour le phasing du marché. Derrière, en fait, c'est des infructueux. C'est ce qu'on maîtrise pas. C'est ce que je dis. Le problème, si vous voulez, c'est le retour des appels d'offres, c'est les infructueux qui vont nous... Peut-être... ça dépend qui sera infructueux. Il y a peu de choses d'en avoir sur celui-ci, mais il n'empêche quand même que les travaux ne pourraient pas... Il n'est pas envisageable de les lancer avant le janvier ou février prochain. C'est pour ça que si on les commence en janvier, je suis certain de te dire qu'on les aura finis
pour la saison 2023. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci, parce que ça va nous permettre de répondre à une promesse qu'on a fait à beaucoup de monde. Autre question, le choix des entreprises retenues pour la construction du hangar technique et des sanitaires automatiques. Donc on parle de quoi? On parle du parc. C'est un projet, je rappelle, qui a été lancé par la commune déléguée de la Flotte-sur-Mer et qui avait réalisé un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des bâtiments du parc de la Presqu'île. À l'époque, c'était en 2000. C'était en 2015, mais là, cette demande-là, elle était en 2019, je crois. 2019. Et le travail envisagé, ou les travaux envisagés sont les suivants. Une reconstruction d'un hangar technique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plus mes feuilles, moi, je mélange tout le temps. Tu veux mais non, si tu m'en manques une. En bas, oui. La reconstruction d'un hangar technique, la construction d'un sanitaire automatique, excusez-moi, la démolition des bâtiments ne pouvant pas être restaurés. Et donc, les travaux sont décomposés évidemment comme à chaque fois en lots, selon une répartition. Lot numéro 1, démolition, terrassement, VRD. Lot numéro 2, le gros œuvre. Le 3, c'est la charpente métallique, le bardage, la couverture et la serrurerie. Le 4, la menuiserie extérieure et intérieure, le bardage. Le numéro 5, la cloison sèche et l'isolation. Le 6, le carrelage, la faïence. Le 7, la peinture. Le 8, la cabine WC automatisée PMR. Le lot numéro 9, c'est l'électricité courant fort et les courants faibles. Et le lot numéro 10, les plomberies, les sanitaires et les ventilations. Et donc, la consultation s'est déroulée du 28 mars au 6 mai sur la plateforme des marchés publics marchésécurisé.fr et 34 entreprises ont répondu et plutôt ont retiré le dossier de consultation. Et tout le monde n'a pas répondu puisqu'on a des lots infructueux. Mais à l'issue de l'analyse de l'offre que je présidais, et je peux vous dire que le lot numéro 1 a été affecté à l'entreprise Vendée Terrassement, 16 rue des Blés d'Or, 85 400 à Luçon pour la somme de 37 808 € et 6 centimes. Que l'attribution du lot numéro 2 a été faite à l'entreprise SRL Saute-Rose et du Nord de Luçon pour 51 507 € hors taxe. L'attribution du 3 à l'entreprise SICOM à Trieste pour un montant, une somme de 209 347 € et 25 centimes hors taxe. Le lot 6, vous voyez que là il y a déjà 4 et 5 qui n'ont pas été, qui sont infructueux. Le lot 6 à l'entreprise SARL Aucher pour la somme de 6 250 € hors taxe. Le lot 7 est infructueux. Le lot 8 à l'entreprise Sagelec pour un montant de 29 953 € hors taxe. Et on a déclaré les lots 4, 5, 7, 8 et 9 infructueux. Et on a donc engagé la procédure prévue à l'article 35 du Code des marchés publics, c'est-à-dire de relancer et afin de notifier tout ça aux entreprises. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Fabien, il faut que tu t'en ailles. Je suis désolé, tu peux pas prendre la parole. Puisque, pour que les choses soient très claires, ici on est extrêmement transparent, à l'époque, le maître d'œuvre qui avait été décidé par la commune déléguée de la Faute, mais qui n'était pas commune déléguée, qui était commune pleine, avec tous ses pouvoirs, avait choisi Fabien comme maître d'œuvre. Donc évidemment, lui, il hérite de ça, mais il ne faut rien, et pour autant, il ne peut pas prendre part au vote. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas retenu le coût global de l'opération. Le coût global de l'opération, c'était en tout. Non.
Non, c'était 200... 350. 350 millions. 350. 350 millions. Moins 400 en taxes. On On est légèrement en dessous du coût global, mais on a beaucoup d'infructueux. Il n'y a pas de subvention. Si, c'est financé à 80%. Si, là c'est financé à 80%. J'ai oublié de dire, mais ça, là, ce programme est financé à 80%. Merci. Pardon? Merci. Il est rassuré pour les 80%. Ouais, c'est tu vas les dormir de nuit. Je suis rassuré. Merci, Laurent. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle de Marc? Non? Non. Ok. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Donc là, Marc, les travaux vont commencer, mais tu vois qu'on a quand même des lois fructueuses, donc c'est pour ça, même quand tout est fait, c'est difficile de dire quand on commence. Une fois qu'on commence, je peux te dire quand on finit. C'est rentable. Oui, Fabien. Fabien, si tu nous entends. Ça fera 2 mois au moins, parce que Fabien va pouvoir. Donc ça fait 2 ans. Hein. Merci Fabien. Donc je vais laisser la parole à Jean-Michel. Non, c'est moi qui désigne des jurés d'assises 2022. Donc j'explique qu'il convient de désigner par tirage au sort sur la liste électorale 6 administrés de la commune susceptibles d'être appelés à siéger en tant que jurés d'assises conformément à l'arrêté préfectoral numéro 2022 DCL-VER 341. Les membres du conseil municipal vont procéder au tirage au sort donc, de ces 6 administrés inscrits sur la liste électorale. Je devrais après avertir par courrier les personnes tirées au sort lors de ce tirage. Il ne m'appartient pas de m'inquiéter des incompatibilités ou des incapacités dont je pourrais avoir connaissance sur ces sujets. Et ces attributions sont celles de la commission prévue à l'article 262 du Code de procédure pénale qui doit se réunir au siège de chaque cour d'assises. C'est donc le tribunal de grande instance qui convoque ensuite les jurés d'assises au niveau départemental. C'est Raphaël qui s'occupe du tirage au sort. Alors c'est Josiane qui va Josiane au centre, et moi qui va regarder sur le centre. On tire un numéro. Tu expliques Raphaël en 2 minutes. Attends. On tire. Donc en fin de compte, on prend la liste électorale où on a 2895 électeurs et en fin de compte on fait un tirage au sort simplement des villes, les centaines, les dizaines, les unités et du coup on le fait 6 fois, ça nous donne un chiffre. On regarde la correspondance et on propose du coup les 6 noms au tribunal. C'est ce qu'on a trouvé le plus rapide. Ok. Alors, on va laisser Josiane. Le 2. Donc le numéro 2, la caméra ne le voit pas. C'est pas grave, il faut montrer à la caméra. Le numéro 2. Le 9, alors du coup le 9, c'est le 6 ou le 9? C'est le 9. C'est le 9. Donc le 9 il ne marche pas parce qu'on a 2895. Donc il faut l'enlever. Parce que. Voilà. Il peut servir. Voilà. Le 8. 2800. Le 6. Non, c'est bon, c'est bon. 286. Le 6. Et encore le 6. 2836. Vous n'êtes pas complémentaire, vas-y. Toi. Allez, on a gagné 10 millions. Donc Madame Vossard-Rossignol, Séverine. On a les boules. Madame Vossard-Rossignol, Séverine. VO2S. VO2SART. Donc Rossignol, Séverine, Sophie Eliane, qui habite 24 boulevard Bécois. Ok. Spécial. 1000. C'est combien? Le 1. Le 0. Le 1. Le 2. Donc le 1012. 1012. Monsieur Farou Roger. Monsieur Farou Roger. Troisième. Le 2.
1. Le 2. Le 5. 2125. 2125. Donc c'est Madame Ouvrard, Perrault, Jacqueline. Madame Ouvrard, Perrault, Jacqueline. Elle ne tourne pas rond la boîte, Josiane. Non, le 0. Le 8. Le 0. Le 2. 802. Deux coques Néo. Deux coques Néo. Néo. Les mouettes. J'ai fait le film de coques. Je sais pas. 2. Le 2. Le 2. Le 1. Le 4. 2214. Madame Perrault, Tesson, Josette. Madame Perrault, Pesson, Josette. Et il manque un dernier. Allez, allez. 0. Le 0. Le 8. Le 4. Le 1. 841. 141. Madame Demarquet, enfin Monsieur Demarquet Gilles. Monsieur Demarquet Gilles. Donc, Monsieur Demarquet, Madame Perrault, Monsieur Decoq, Madame Ouvrard, Monsieur Bossard et Madame Bossard et Monsieur Farou leurs noms seront donnés au tribunal de grande instance. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver le tirage au sort des personnes que je viens de citer comme jurés d'assises pour 2022. 6 personnes donc qui sont issues de la liste électorale et tirées au sort par une main extrêmement innocente qui nous permet d'avoir 6 noms. Merci. Josiane. Qui, il n'y a pas de question, qui s'abstient, qui est contre? Si, il y a une question. Une petite question. On a été tous renumérotés, si je peux dire, parce qu'on avait nos numéros 1, 2, 3 et tout ça, à la faute et 1, 2, 3 à l'aiguillon. Comment ça a été fait? Parce que sur les listes électorales... Alphabétique, là. C'est alphabétique. Alphabétique. D'accord. Pour autant, la question, oui, c'est vrai, on peut se la poser, puisqu'on avait encore, pour les dernières élections, effectivement, 2 listes différentes, avec rien n'avait changé. Donc, sur ce sujet-là, on va vous tenir au courant. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas, là, c'est vraiment régalien, c'est le préfet, quand même. Donc, je passe au... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Autre question sur laquelle je vais vous demander de délibérer, qui est un sujet qui peut paraître rasant, pour ceux qui ont été sur la GEP pour lire le schéma de cohérence territoriale. Pour autant, il est tellement rasant qu'il va gérer nos vies demain, parce que tout va dépendre de lui. Et ça fait 6 ans, moi j'étais à la première réunion en 2016, où c'était Dominique Bonin à l'époque, qui était premier adjoint de la ville de Luçon, qui était en charge de la commission du SCOT à l'époque, il est toujours d'ailleurs. Et on avait ouvert les travaux. 6 ans après, on nous demande un avis. Donc ça veut dire que ça réunit beaucoup de monde, beaucoup de cabinets d'études, beaucoup d'élus qui sont positionnés. Moi, je me rappelle, lors de l'ancien mandat, des tas d'élus qui s'arrachaient les cheveux, qui se révoltaient sur les premiers dessins qui nous étaient proposés, sur les premières conclusions qui étaient proposées, qui en fait vous dépouillent un peu de ce qui vous semble être les particularités locales. Et très vite, vous apercevez que vos particularités locales, elles sont à peu près identiques à celles de la commune voisine, mais voilà, il faut l'accepter. Comme toute planification, elle tire des traits et des
dernière, c'était sur une frontière qu'avec Fabien Sury, on a été défendre parce qu'on ne connaissait pas qui traitait des sujets des territoires inondables. Et on s'est vite dit avec Fabien que si on acceptait cette ligne, un jour l'État pourrait la reprendre pour l'interpréter comme étant la ligne de l'Est de mer, alors que ce n'est pas du tout le cas. On est je crois, des fois à 2 ou 3 km derrière l'Est de mer. Donc vous voyez, il y a des sujets sur lesquels il faut être extrêmement vigilant, sur les forêts, sur je rappelle que donc c'est un vieux projet qui se découvre petit à petit, que ce schéma de cohérence, il a été délibéré en date du 16 mars 2016. Le comité syndical des Pays de Luçon, à l'époque, avait prescrit l'élaboration du schéma de cohérence territoriale avec un objectif, enfin, des objectifs qui étaient nombreux. Le premier était de doter le territoire d'un outil de coordination et de mise en cohérence des politiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de mobilité et de préservation de l'environnement à l'échelle de notre pays. C'est-à-dire, il faut savoir que le SCOT correspond aux frontières des 44 communes de sous-Vendée littorale. Enfin, des 43 communes maintenant. Non, des 47 communes, il y a bien 44 communes. De maîtriser l'étalement urbain et favoriser un développement équilibré du territoire respectueux de ses identités rurales, urbaines et littorales, reposant sur les liens entre la plaine, le bocage, la frange littorale et les cités de caractère. Alors, ce qu'on appelle les cités de caractère, c'est généralement Luçon qui est la ville centrale, le Marais, etc. C'était aussi soutenir la mutation des activités économiques du territoire et accroître le potentiel de compétitivité et d'innovation qu'elles peuvent développer, notamment dans les secteurs de l'artisanat et du commerce. Et on a rajouté après l'industrie, puisque vous le savez, en Luçon, sur une grosse zone de Luçon, ça termine, on devient un peu plus industriel. Et puis développer aussi l'attractivité du territoire sur la base de ses potentiels et de ses complémentarités, notamment ceux et celles issus de la valorisation de ses patrimoines naturels ou de ses patrimoines bâtis. On a vraiment axé dans ce schéma de cohérence territoriale sur le patrimoine naturel. Encourager les coopérations et les partenariats infra et supra, renforcer le positionnement de l'identification du Pays de Luçon au sein de son environnement départemental et régional, donc c'était prendre sa place, et conforter la cohésion afin de construire un projet de territoire fondé sur les principes du développement durable. Il y a eu un projet d'aménagement et de développement durable qui a été débattu une seconde fois au Conseil communautaire le 15 juillet 2021, donc vous voyez déjà 2016-2021. Et sur cette base, le projet de Scott a été arrêté et comprend, donc vous l'avez vu, ce sont dans la GED, un rapport de présentation qui vous fait l'état, le diagnostic de qui nous sommes, un projet d'aménagement et de développement durable, c'est ce qu'on appelle le PADD, donc c'est la philosophie de ce que la communauté et l'enjeu communautaire portent de façon solidaire. Un document d'orientation et d'objectifs, c'est ce qu'on appelle le D2O, et puis un bilan de concertation et puis des annexes. Et le conseil municipal est invité par la communauté de communes à donner son avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale sud Vendée littorale, tel qu'il a été arrêté par le conseil communautaire, dont vous avez eu, j'imagine, le plaisir à la lecture. Je fais un peu d'humour, mais c'est idiot, parce que c'est tellement important, ça va tellement réguler vos vies, que là, c'est tout l'enjeu d'être un conseiller municipal aujourd'hui et de voter. Il y a vraiment de l'enjeu. Donc je laisse un peu place aux interventions éventuelles de certains qui ont pu arriver sur le tard, sur les 2 dernières années, sur le tard, il n'y a pas de tard, mais sur les 2 dernières années, sur ce schéma, ou qui étaient là avant pour discuter s'ils ont envie. L'idée étant de donner un avis, c'est pas... Je donne un avis, donc les choses sont faites, mais si vous avez envie de parler, c'est maintenant. Il a été arrêté par le conseil communautaire, c'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Très bien. Oui, moi je veux bien prendre la parole. Ce document est voté, donc notre avis compte peu. Il est quand même dommage qu'il l'objectif de travailler avec 44 communes a fait jouer avec un plus petit commun dénominateur à chacune des communes, que ce soit sur l'habitat, sur le développement économique, sur etc. etc., etc.
Et les ambitions de ce document sont quand même extrêmement modestes au regard du potentiel de notre territoire. Je pense notamment justement à nos communes, où il n'est pas abordé le potentiel énergétique que pourrait faire ressortir nos communes d'un point de vue économique, simplement création d'énergie, recherche, développement, etc. Tout ça est passé à l'as. Et quand on parle d'habitat, alors là on est carrément sur de la maison, on est sur un modèle de maison qui est celle du 19e siècle, pour pas dire encore un peu en dessous. Donc pour dire les ambitions globales de ce document sont quand même extrêmement modestes. Au-delà de ça, c'est un document commun qui permet d'avancer sur le PLUI, puisque le SCOT se trouve au-dessus, et une des premières strates en fait, et à partir de ce document, on va pouvoir réaliser le PLUI et avancer sur les aménagements de chaque commune. Donc c'est un document forcément, c'est forcément une moyenne. Pour le coup, voilà, il y a, me semble-t-il, n'est pas poussé jusqu'où il aurait dû être poussé en tout cas. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. De toute façon, ce n'est que mon avis. Tout le monde a pu se rendre compte du cadre et de l'orientation donnée par ce document. Il recentre plutôt avec un centre de gravité qui serait situé au nord-est de Luçon, plutôt du côté de Saint-Hermine, quelque chose qui va graviter de ce côté-ci, d'un point de vue économique, d'un point de vue habitat, d'un point de vue développement. Pour le reste, je ne parle même pas des plus petites communes qui ne peuvent plus rien faire. C'est quand même assez... il me semble que c'est assez triste pour beaucoup d'entre nous sur les 44 communes. Et encore, nous, on s'en sort plutôt pas mal, puisqu'on est parmi les communes qui tireront le mieux notre épingle du jeu. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je partage en gros ce que dit Fabien, pour avoir travaillé sur ce dossier pendant 6 ans. C'est une moyenne, dans toute moyenne, on arrive forcément à des traits qui sont moyens. On s'en tire extrêmement bien, pour une raison qui est simple, c'est qu'on est déjà extrêmement contraints. Donc les PPA sont tellement violents chez nous et impactants que de toute façon, nos capacités de développement du côté presqu'île sont zéro. Je crois qu'on compte les mètres carrés. Et sur les Aiguillons, on voit bien qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de terrain pour se développer. Donc la seule chose qui pourrait nous contraindre, c'est le développement de l'habitat neuf. Et comme tu le dis, en fait c'est un document préparatoire au PLUI qui lui-même recentre sur le PLU. Ce qu'il faut savoir, j'ai déjà dit 2 fois, mais je vais le dire une 3e fois, là où on avait un plan d'occupation des sols qui peut-être était une planification un peu simpliste, mais qui avait le mérite de particulariser et de dessiner et de permettre de donner des réponses aux pétitionnaires qui demandaient des droits à construire ou des droits à la construction en tous les cas. C'était simple. Aujourd'hui, on a le PLU qui est couvert par le PLUI, qui est couvert par le schéma de cohérence territoriale, qui est couvert par le SRADET, qui est couvert par la loi d'artificialisation des sols toute nouvelle de 2021 et qui, dans certains cas, comme nous, est couvert par le PPA. C'est-à-dire que vous avez 6 planifications qui viennent vous dire comment organiser votre vécu avec aussi 6 administrations différentes, 6 avis qui peuvent être différents, ou en tout cas des prescriptions ou des contraintes qui peuvent relever de visions différentes. Il était important que ce PADD ne rentre pas trop dans les détails, justement. C'est pour ça que, pour être confronté, comme Jean-Michel l'a été, et comme toi, Fabien, à l'instruction des documents, des gens qui nous disent, voilà, je voudrais construire ceci, ou je voudrais agrandir ma maison comme cela, pour être confronté régulièrement à ça, je préfère qu'ils restent dans les grands traits, qu'ils ne soient pas trop précis, et qu'ils nous permettent de dessiner à l'intérieur plutôt que de nous embêter ou nous charger encore un peu plus dans des détails qui ne nous conviendraient pas. Voilà. Je voudrais faire une remarque. Ce qui me gêne, c'est qu'apparemment, le SCOT a été voté en Comcom, on nous demande un avis, mais un avis après. Il aurait été peut-être préférable de nous demander un avis avant. On a eu pendant 6 ans, il y a eu des avis avant. Ouais, là, par contre, donc les avis ont été comment avant? Négatifs? Ah non, ils ont été violents, les avis. Si on a mis 6 ans pour sortir et accoucher d'un texte qui nous paraît bien parce qu'il ne nous contraint pas, ou il est vague,
c'est bien parce que, comme le disait Fabien tout à l'heure, quand on dessine en voulant d'un seul coup trouver des enjeux communs entre l'habitat et le développement économique de Saint-Hermine et celui de la Tranche-sur-Mer, bah forcément on arrive à des dessins qui des fois n'ont pas trop de sens. Là où il y a du sens, c'est quand on va parler de mobilité. C'est là où il y a du sens, c'est quand on va parler de développement économique sur le territoire. Mais maintenant, quand on parle de l'habitat en lui-même, je rappelle juste une chose, c'est que tous ces travaux, qu'ils soient PLUI, qu'ils soient Scott, SRANET ou schéma de cohérence territoriale, ça a demandé énormément d'argent pour les instruire, pour les construire, pour les arbitrer, énormément de temps d'élus comme nous ce soir qui sont en train sur les 44 communes de dire à peu près la même chose que ce que nous sommes en train de dire. Tout ça pour au final s'entendre dire, parce que c'est une commande de 2015, hein, c'est la loi NOTRe et SRU, tout ça pour s'entendre dire aujourd'hui, en 2021, excusez-moi, aujourd'hui c'est en 2021, de toute façon les camarades, ne vous embêtez pas, hein, parce que 2030, l'artificialisation des sols doit être à 0. C'est-à-dire que ce que vous allez artificialiser de plus, vous ne pourrez le faire que si vous déconstruisez ce qui est déjà artificialisé. C'est-à-dire que les types qui ont fait ça, c'est des gens qui habitent en ville, où on peut monter. Il ne faut pas penser une seule seconde qu'il y avait des gens qui habitaient aussi autre part en ville, c'est le premier point. Donc ton stock, ton schéma de cohérence territoriale, ton PLUI, etc., ça va balayer. Ce qui sera autorisé, c'est un peu comme le PPRL, c'était dans quelle zone? Ah désolé, ton voisin il a goudronné pour faire 2 parkings dans sa parcelle de terrain, c'est 100 mètres carrés artificialisés, c'est au détriment de ce que tu voulais faire. Je vous assure que c'est ça. Vous pouvez penser que je fais de la démago là, c'est pas vrai. C'est vraiment ce que dit la loi. Donc tous les maires sont vent debout en ce moment, en tout cas tous les maires de la ruralité. On en a reparlé encore avec Jean-Michel, on a interpellé comment il s'appelle, Lisnard, le président de l'Association des maires de France. On l'avait interpellé pour d'autres raisons aussi, pour la santé, mais on l'a interpellé là-dessus. C'est un vrai sujet parce qu'en plus, ça vient sanctionner les bons élèves. Plutôt, ça vient défavoriser les bons élèves. C'est-à-dire qu'on dit que d'ici 2030, après 2030 c'est 0, mais d'ici 2030, il faut baisser de 50% de notre artificialisation. D'accord? Alors, par rapport à quoi? Par rapport aux 10 dernières années. C'est-à-dire ce qu'on a artificialisé sur les 10 dernières années, on en fait une base, et puis on divise par 2 pour savoir ce qu'on va pouvoir artificialiser d'ici de maintenant à 2030. Ce qui veut dire que les bons élèves sur les dernières années qui n'ont pas artificialisé, la base elle va être toute petite et on va obtenir 50% de ça. Alors que les élus qui sont sans foi ni loi, qui ne sont pas du tout en veille, en vigilance de la nature, en tous les cas, ou de la bonne gestion, eux, ils auront artificialisé comme des fous furieux, ils vont avoir 50% de ce qu'ils ont fait sur les 10 ans. Vous voyez, c'est une prime à l'enfoiré. Voilà, donc à un moment donné, on se dit, mais qui pense à ça? À quel moment ils se sont posés quand ils ont réfléchi, enfin, quand ils n'ont pas réfléchi justement à ce qu'ils faisaient. Et ça va gérer justement l'habitat de tout le monde. Alors si on ajoute, et là je vais jeter une pierre dans l'autre, que la grande idée de l'État pour l'habitat proche du littoral, c'est le retrait. On peut se poser la question de savoir si on ne peut plus construire, parce que grosso modo c'est 50% sur les 30 de diminution sur les 30 années qui viennent. Je vous rappelle que ça c'est la loi de 2021, alors que le scope dont on parle, c'était de faire en sorte de développer l'habitat, pour pouvoir recevoir et développer l'habitat pour les gens qui allaient s'installer dans les entreprises ici. Vous voyez, l'anachronisme des réponses qu'on amène et qu'on a mis 6 ans à travailler là-dessus et à coucher de ça, pour qu'on nous dise aujourd'hui que c'est complètement, c'est une réponse à une question qui ne se pose plus, puisque de toute façon, on ne pourra pas développer. Donc je ne suis pas pour ou contre le développement, je suis contre la perte de temps et la perte d'argent inutile. Mais on nous demande notre avis, et je serais bien idiot de dire que je donne un avis défavorable, puisqu'il nous laisse la liberté encore un peu d'exister en tant qu'ayons la nation. Dans notre cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Juste pour ajouter, Laurent, si tu permets, on avait déjà donné, nous, un avis sur le SCOT lorsqu'on avait pris la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, et les avis ont été rajoutés dedans, c'est-à-dire la possibilité pour les agriculteurs ou les marins de pouvoir bâtir en zone naturelle, en fait, donc ce qui était rajouté dedans. L'autre avis était un petit peu plus
celui-ci n'a pas été suivi, c'est la possibilité d'avoir des zones d'activité sur la commune et non pas simplement des zones artisanales. Voilà. Mais en grande partie, les demandes qui ont été formulées ont été inscrites au SCOT. Pour ça, Marc, il y a eu énormément de discussions et des fois très violentes. Si tu veux, c'est ce que je te comprends pas, c'est la chronologie des choses. On nous demande un avis, les choses sont faites. C'est pas un document communal. On va mettre un avis négatif ou positif. De toute façon, ça va être fait, donc c'est un peu d'hypocrisie, je trouve. C'est mon avis. Après, non, mais c'est en partage. Il n'y a personne ici qui ne va pas partager avec toi le fait que de donner son avis aujourd'hui n'aura pas d'impact sur la... Voilà. C'est simplement, à un moment donné, c'est ça aussi la démocratie, c'est de dire, même si ça ne change rien, c'est de pouvoir dire que tu es d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le principe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, tu n'es pas d'accord sur le principe, tu n'es pas d'accord sur le principe de donner un avis. Ouais. Une fois que c'est. Oui, une fois que c'est. Voilà. Sur le SCOT, là. Voilà, c'est ça. Sur la forme. Sur la forme. Sur la forme. Mais sur le fond. En vrai, ça ne changera rien, de toute façon. Donc, ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors maintenant, je vais laisser la main à Jean-Michel, qui va désigner un représentant au sein de la CLEC de la communauté des communes Sud-Vendée littorale. Voilà, c'est ça. Merci Laurent. Là aussi, je vous fais grâce des références de texte. Donc, considérant le renouvellement général du conseil municipal suite à la création de la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île, considérant que la commission locale d'évacuation des charges transférées, donc c'est la CLECT, est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des 2/3. Considérant qu'elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Donc, le rôle de la CLECT, le rôle de la commission d'évaluation des charges transférées, est de quantifier les transferts de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par l'EPCI aux communes membres. La CLECT se prononce également sur les restitutions de charges faites aux communes lors des restitutions de compétences. Création et composition de la CLECT. La CLECT est créée par la communauté. C'est donc une délibération du conseil communautaire qui en acte la création adoptée à la majorité des 2/3. La composition de la CLECT est fixée par la communauté, c'est-à-dire que c'est la communauté qui fixe le nombre de sièges affectés à chaque conseil municipal, en devant toutefois attribuer au minimum un siège par commune. Cette répartition des sièges est également actée dans la délibération, votée à la majorité des 2/3, qui acte la création de la commission. Dès lors, celle-ci compte nécessairement au minimum autant de membres que l'EPCI compte de communes membres. La CLECT est exclusivement composée de conseillers municipaux des communes membres. Il en résulte des dispositions combinées du Code général des collectivités territoriales et de l'article 1609 noni C du Code général des impôts. Ce sont les conseils municipaux eux-mêmes qui désignent leurs représentants au sein de la CLECT, ou en tout cas, cette interprétation s'impose comme celle qui, de loin, est la plus sécurisée en droit. Donc, voilà, c'était un peu vous redire aussi ce qu'était la CLECT, ce qui est important finalement malgré tout, puisque quand on a des compétences qui nous reviennent, telles que on a eu les hydrants dernièrement, on a eu les animaux, les moustiques, on a eu les chats, les chiens, les chenilles également, qui nous sont revenus, et donc forcément c'était pas nous qui en avions la compétence, mais la communauté de communes, et donc ça doit passer par la CLECT de la communauté de communes. Le balayage. Voilà, le balayage également. Donc voilà. Alors, je vous propose que monsieur le maire donc, de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, Laurent Huget, soit le représentant de la commune au sein de la CLECT. Donc, avez-vous des questions, des observations? Oui, on perd un membre. Pardon? Oui. Oui, parce qu'on avait nous un membre de la CLECT, et donc du coup, la commune nouvelle créée perd un membre. Commune nouvelle créée perd un membre. Ça ne changera rien, c'est pas au nombre de voix qu'on décide. Oui. Ça ne changera rien. Et la preuve, c'est que quand je ne peux pas y aller, Jean-Michel Blanc, quand Jean-Michel ne peut pas y aller, c'est fait.
D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Donc je vous propose de désigner d'ailleurs le représentant de la commune au sein de la CLECT et donc d'approuver l'indemnisation de monsieur le maire de la commune nouvelle, donc Laurent Huget, comme représentant au sein de la CLECT et d'autoriser monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie donc, Laurent, tu es élu à l'unanimité. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup. Autre question, l'avis sur le rapport comportant les observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale concernant les exercices 2017 et suivants. Vous savez, peut-être, en tout cas on vous l'a dit, et c'était aussi sur la Chambre régionale des comptes Pays de la Loire a contrôlé les comptes et la gestion de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. Et ce, à compter de sa création en 2017. Ce contrôle s'est inscrit dans le cadre d'une enquête nationale des juridictions financières, c'est la Cour et Chambre régionale des comptes, sur l'intercommunalité visant à dresser un point d'étape de la réforme qu'a constituée la loi NOTRe du 16 août 2015. L'ouverture du contrôle a été notifiée le 25 juin 2021 à Madame la Présidente Brigitte Hibert. La Chambre a délibéré ses observations provisoires lors de sa séance du 16 novembre 2021. Donc il y a eu des notifications un peu dans tous les sens et le sujet c'était que les observations définitives ont été rendues lors de la séance du 21 mars 2022 de la Chambre régionale des comptes. Et les investigations de la Chambre régionale des comptes ont porté plus particulièrement sur les points suivants: la gouvernance intercommunale, sur l'organisation et la gestion des risques, sur l'intégration communautaire, les équilibres financiers intercommunaux, les services publics rendus aux usagers, la collecte des déchets, le développement économique, la gestion des ressources humaines, la qualité de l'information budgétaire et comptable, et puis la situation financière. Si vous êtes rentré dans chacun de ces chapitres, vous avez vu qu'à chacun de ces chapitres, il y avait des petites notes. Le gros était sur le financier, où on était en alerte sur, non pas les équilibres, mais sur l'épargne. Maintenant, la Chambre n'a rien relevé qui soit pas corrigeable. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez y répondre, parce que j'y étais, j'étais justement dans le rendu d'analyse. C'est partie du 15 qui l'ont lu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ce rapport vous a interpellé ou pas? Moi, je l'ai lu là cet après-midi. Effectivement, il y a deux ou trois choses qui m'ont interpellé. Le fait que la présidente de commune possède seule la signature et sans délégation, ça nous paraît un peu une sorte de dictature, mais ça c'est mon point de vue. Et après, moi j'ai regardé plus l'aspect EHPAD, etc., mutualisation. Et là, effectivement, il y a un gap, il y a une différence entre les différents agglomérats de communautés de communes qui ont créé la communauté Sud-Vendée Littorale. Et là, c'est effectivement mentionné, avec en plus l'absence de personnel de santé, etc., qui a été mis en temps. Moi, j'ai regardé cet aspect des choses-là, parce que je suis concerné par cet aspect-là en tant que vice-président du CCAS. Effectivement, là, il y a un gap. Il y a un gap et on n'est pas au même niveau. Tu disais qu'on devait être au même niveau d'égalité. Et là, il y a à mon avis, une grosse disparité. C'est ce que j'ai noté, moi. Égalité de traitement. Ouais. Égalité de traitement. Alors, égalité de traitement, ça ne veut pas dire qu'on est égaux. Le traitement est différent. Le traitement est différent, et il le sera encore pendant quelques temps. Il ne faut pas oublier que la communauté de communes, elle date de 2017. C'est la réunion de quatre comités de communes fondatrices qui, alors là, pour le coup, ne fonctionnaient pas du tout de la même façon, n'avaient pas du tout le même poids, parce que la plus lourde, c'était la nôtre, c'était les Pays de la Mer, qui était la communauté de communes la plus ancienne, je crois, qui était très structurée, mais qui embarquait, qui avait ses méthodes, et en fait, c'est même elle qui a gardé ses méthodes, qui les a imposées aux autres. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle a joué les dictateurs, mais il a fallu qu'on absorbe, et on absorbe encore l'héritage de plusieurs années et de dizaines d'années de fonctionnement où il faut petit à petit sortir de ça.
Je parle des lignes de crédit qui pouvaient être toxiques. Je parle du fait que certaines communautés de communes étaient plutôt propriétaires de leur habitat social et d'autres l'avaient vraiment bien géré de telle façon à ce qu'il soit peu coûteux, mais très à la pointe en tous les cas, sans être obligé de tout le temps les rénover. Il y avait des méthodes qui étaient très différentes. Il y a même des visions du service public qui étaient différentes. Donc quand on décide de se marier, et alors là je vais aller dans ton sens Marc, alors qu'on n'a pas décidé de se marier, parce que moi j'ai assisté, je ne sais pas si peut-être Jean-François était peut-être avec moi ce jour-là, je me rappelle, on était les 44 communes et le préfet nous vendait l'idée qu'on avait un intérêt communautaire et que les enjeux étaient communs. Et là ça m'a mis hors de moi et j'étais persuadé que tout le monde se lèverait, c'était filmé ce jour-là. Que tout le monde se leverait en disant mais non, on n'a pas les mêmes intérêts communs, même si on s'aime bien. Hein. Quels sont les intérêts communs entre Saint-Hermine et la Faute-sur-Mer, je veux dire, ou Caen et les Gouffons-sur-Mer. Voilà. On s'aime bien, mais il n'y a pas d'intérêt commun. Et donc, je lui disais qu'on avait le choix de ne pas avoir le choix quand on a voté. C'est comme tout de suite, tu donnes ton avis, mais de toute façon, voilà. Donc c'est pour ça que je comprends ce que tu dis. Pour autant, je reviens un peu sur ce que je disais, parce que c'est pas idiot, mine de rien. On a réussi à faire plein de choses grâce à la communauté de communes qu'on n'aurait jamais pu faire si on ne s'était pas marié. D'accord, mais moi j'ai lu le document de commentaires, c'est sur moi j'en ai tiré, si tu veux. Mais t'as raison. Voilà. Il y a encore des gaps, encore des choses, il y a encore beaucoup de choses à faire en fait. Il faut qu'on ait une uniformisation des moyens et des choses comme ça. Faut oublier que dans le temps, les maires et les communautés de communes ont emprunté sur 35 ans, 40 ans, ça ne leur posait aucun problème. Aucun. Donc c'est dire qu'on hérite encore de ça. On n'a pas fini. C'est-à-dire que les projets communaux étaient faits avec l'argent de nos enfants. Ça ne posait de problème à personne. Donc effectivement, il y a 2 ou 3 sujets qui montrent qu'une communauté de communes aussi copieuse et aussi grosse, elle embarque aussi l'héritage. Et que plus on est petit, plus on est agile. Et que le sens de la concentration à 44, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Mais comme on est dedans, voilà, on fait avec les inconvénients, on essaie d'en faire des avantages. C'est ce que dit à peu près enfin, je résume, mais c'est un peu ce qui ressort de l'analyse de la Chambre régionale des comptes. D'un point de vue budgétaire, d'ailleurs, la Cour des comptes ne remet pas en cause le fonctionnement, puisqu'il est équilibré, même excédentaire. Oui. Le seul point qui posait problème, je crois que c'est sur les zones d'activité économique où il y a des moins-values potentielles à terme, puisqu'avec des prix de terrain, des prix de revient des terrains bien supérieurs au prix de vente actuel, et voire pour certains qui ne sont peut-être jamais vendus. Alors, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est un constat qui est fait sur un diagnostic daté. C'était sans prendre en compte ce qu'avec Jean-Michel en est témoin. Hein. Bon, là, en ce moment, on vote chaque fois qu'on va en conseil communautaire, on passe à peu près 5 ou 6 délibérations de vente de terrain et vendu au prix. Donc on est en train de carrément, d'ailleurs heureusement, parce que c'est ce qui fait presque un peu de nos capacités en ce moment. Là, il ne faut pas oublier que sur la communauté de communes, là, je dis là, on a créé un potentiel de 450 emplois qui arrive là. Donc pour 450 emplois, il faut des entreprises qui arrivent, il faut qu'elles s'installent, il faut du foncier, il faut du terrain, donc on vend les terrains, et on ne les donne pas. On les donne pas. C'est un seul problème, c'est-à-dire que ça peut être une perte d'un côté, mais un profit de l'autre, en raison d'une nouvelle population qui arrive. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous a demandé, et on l'a fait parce qu'on avait envie de développer, donc à partir d'une réunion de 44 communes, on a bien réussi à faire en sorte de créer des activités économiques, industrielles, artisanales, commerçantes. On amène plusieurs entreprises, il y a 450 emplois qui arrivent, il y a de la mobilité qui se fait, enfin il y a tout ce qui se fait, et on lui dit au même moment, ah oui mais non, mais là, les loger, ça ne va pas être possible, hein, ces gens-là. C'est exactement ça. Les 450, on ne sait pas où on va les loger. Oui, en lisant d'ailleurs, quand on lit le SCOT avec le rapport de la Cour des comptes, on peut balancer les choses. D'un côté, il nous demande d'accueillir, d'avoir plus de population salariale qui travaille par rapport à une population âgée qui vit chez nous, et de l'autre côté, on nous interdit de construire. C'est ça. Donc, on nous interdit pas de construire. Pardon, on nous dit qu'il ne faut pas construire de nouveaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci. Ça, il ne nous reste plus que 2 décisions
qui n'appelle pas de vote, c'est l'information, hein, m'autoriser à signer la vente d'un véhicule Mercedes Sprinter pour un montant de 1 000 €. Je ne savais même pas qu'on avait besoin de passer ça en conseil municipal. C'est moi qui ai dit ça, qu'il fallait pour Non, mais c'est parce qu'en fait, tu as un pouvoir jusqu'à une certaine somme, et au-delà, en fait, il faut passer ça, il faut informer le conseil municipal sur les ventes des biens de gré à gré. Ah d'accord, d'accord, je ne savais pas, c'est pas indiqué. Donc c'est une vente de gré à gré, donc il y a un véhicule Mercedes Sprinter pour un montant de 1 000 € et la vente d'un véhicule Renault Master pour un montant de 1 800 € de gré à gré. Donc j'imagine, c'est Nicolas, c'est des vieux du machin. Ouais, c'est ça. Des épaves. Qui ont été vendus à un professionnel pour se dégager de toute responsabilité. Toute responsabilité, très bien. Vu l'état des véhicules. Il n'y a pas de petit projet. Sinon, ça ne pas fait piquer. Ok. J'informe le conseil municipal de la date provisionnelle du prochain conseil municipal qui aura lieu le mardi 20 septembre 2022. Je rappelle qu'on a un séminaire bientôt, c'est quand le séminaire? Je l'ai vu dans mon agenda, c'est pour ça que j'en parle. C'est en juillet. Allez, je vous dis ça tout de suite. Je l'ai vu, hein, Ou alors on m'a fait une farce, mais... Tu vois le fois-ci? Non, 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 je vous assure. Non, tiens, le 18, lundi 18, 17h. 17h, on a un séminaire des élus. Le lundi 18. Donc je vous informe ou on est deux? Bon, alors attendez, on va faire autrement. Je vais fermer le conseil municipal et puis après, on va discuter de ça. Donc le prochain, je vous l'ai dit, le conseil municipal sera le 20 septembre 2022. Ok. Et je vais fermer le conseil municipal.